Quelques semaines plus tard, les renforts arrivèrent. Il s'agissait de Malicia, la nièce de Bar et mage nécromancienne. Hubert Bonisseur de la Batte, un mage métamorphe, et Ingrim Baruch, un nain qui faisait partie de la mafia. Après avoir fait connaissance et s'être habitués au pays, tous partirent pour rencontrer le fils de l'empereur qui résistait à la capitale, Midoriya Taka. Arrivés devant le palais avec Ping et Biru, les héros furent conduits à l'arrière de la demeure où était érigé un temple. Là, ils assistèrent à un spectacle déconcertant. Un homme, torse nu, est agenouillé devant le prince. Celui-ci prend une lame courte, prend sa respiration et s'ouvre le ventre en deux. Au bout d'une minute, le malheureux se retrouve à terre, mort, vide de son sang, sous le regard impassible du souverain. Celui-ci dit quelques mots au-dessus de la dépouille du défunt et le corps fut ramené par 2 personnes. Une silhouette sortit alors de l'ombre. Il s'agissait d'un orc muni d'un katana. Il s'approcha du souverain et chuchota des mots à son oreille. Les individus regardèrent les professionnels et s'avancèrent vers eux. Le souverain fit amener les aventuriers dans une salle. Biru retourna chez elle et Ping servit de traducteur. Il leur fut alors demandé de tous se déshabiller. Raxa protesta légèrement, mais étant menacée d'être renvoyée dans son pays si elle refusait, finit par obéir. L'orque qui se nommait Tetsuya était en réalité le conseiller du souverain. Il s'avança vers les aventuriers et procéda à une inspection minutieuse de leur corps. L'orque sortit une dague qu'il passa à l'héritier. Celui-ci se fit une incision dans la main et demanda à nos héros de tendre une des leurs pour qu'ils fassent la même chose. Une fois cela fait, le souverain leur dit de se rhabiller et leur expliqua que ceci était nécessaire car un de ses frères a réussi à mettre des démons à son service et vu que les armes normales ne les blessent pas, s'ils en étaient, ils n'auraient pas saigné. Ils discutèrent ensuite des accords commerciaux. Midoriya leur déclara qu'il était d'accord avec les accords commerciaux, mais il ne pourrait être fait que s'ils gagnaient cette guerre. Il leur expliqua aussi que ce qu'ils ont vu au temple, c'est un acte guerrier qui sert à se faire pardonner ses fautes. L'homme qui a effectué cet acte venait de perdre une importante bataille. Le village d'Eiji avait été pris. C'était un avantage très important, car il leur donnait un accès sécurisé sur la forêt. Pour que ces accords soient signés, il fallait que les aventuriers se joignent à eux pour cette guerre. Étant donné qu'ils n'étaient pas connus par les espions adverses, leurs actions pouvaient être décisives. Le prince leur expliqua où en était la guerre. Cela faisait 2 mois que la guerre avait commencé, et voyant qu'il prenait l'avantage, ses frères ont décidé de s'unifier pour le détruire. Certaines daimyos les ont rejoints, tandis que d'autres honorent leur allégeance envers son père. Leur nombre d'hommes est supérieur au sien, mais bien moins entraîné. Il leur expliqua également qui il était et qui étaient ses frères. Lui, Midoriya, était le chef des armées réglementaires, c'est-à-dire que chaque daimyo a le droit d'avoir des troupes personnelles en fonction des terres qu'il détient. Plus il y en a, plus il peut en avoir. Ils peuvent cependant payer les taka pour des prêts d'hommes et continuer ainsi à faire les guerres avec d'autres clans. C'est Midoriya qui gérait tout ça. Kaizen était le chef des services secrets. Un bon nombre de personnes prennent les voies du ninjutsu. On les appelle les ninjas. Ils sont rapides, agiles et discrets. En bref, ce sont des armes mortelles qui ont souffert pour être maîtres dans l'art de l'assassinat. Kaizen a toujours été un dur à cuire. C'est tout naturellement qu'il a été en charge des ninjas après être devenu maître en la matière. Masamune, quant à lui, n'a jamais eu aucun don. Il est faible et lâche. L'ancien empereur lui avait donc donné les tâches administratives. Ce que Midoriya avait découvert, c'est qu'il se servait de l'administration pour acheter les pirates ainsi que différents groupuscules mafieux. Midoriya donna la première mission à nos aventuriers. Plusieurs convois de ravitaillement s'étaient fait récemment attaquer. Ces combats transportaient des vivres pour les lignes de front. Les attaquants étaient un groupe de hors-la-loi contrôlé par Ebi, un ancien samouraï reconverti en chef de gang engagé par Masamune. Il est facilement reconnaissable car il arbore un tatouage de serpent sur son torse. Les professionnels mirent en place une stratégie. Faire fuiter le trajet du prochain convoi et tendre une embuscade dans un village sur la route. Tout se passa exactement comme prévu, à quelque chose près. Le premier jour, le premier convoi se fit attaquer par de piètres brigands à la solde d'Ebi et se firent massacrer par les aventuriers. Le deuxième jour, des brigands un peu plus chevronnés attaquèrent le convoi. Une enfant, qui était en fait un bandit, blessa grièvement Malicia par balle, mais elle put être soignée avant que l'hémorragie ne la tue, mais cela a été vraiment très juste. Le chef de gang se pointa rapidement, et après un combat difficile contre ce monstre de brutalité et ses assaillants d'élite, les aventuriers en vinrent à bout. Malicia profita de tous ces cadavres pour faire une petite armée de morts-vivants. Ils retournèrent ensuite auprès de Midoriya. Celui-ci les félicita et leur expliqua que la chute d'Ebi allait entraîner une guerre de pouvoir chez les gangs,
et que ses agents infiltrés allaient se charger du reste pour que les gangs n'interfèrent plus avec la guerre. Les professionnels se reposèrent quelques jours et, quand ils furent prêts, l'héritier les envoya à Tanaka, où un siège avait débuté il y a 2 semaines. Dans cette ville se cachaient ses frères. Les aventuriers devaient se présenter au général Eiichiro et lui obéir. La mission que le général leur confia était d'aller empoisonner les différentes sources d'eau de la ville pour appauvrir les forces adverses et ainsi lancer la charge sur la ville. S'inquiétant pour les civils, les aventuriers essayèrent de trouver un compromis, mais le général était intransigeant. En secret, Raxa créa un puissant somnifère et demanda à ses compagnons de mettre cela dans le puits plutôt que le poison. Les civils n'avaient rien à voir avec l'histoire. Les professionnels acceptèrent tous et, après plusieurs combats contre les ninjas et une perte de points de destin pour Hubert, les somnifères furent versés. L'assaut contre la ville allait donc pouvoir débuter. La charge fut sanglante. L'armée Nugem perdit 1 millier d'hommes contre les murs de la cité, mais plus le temps passait, moins la résistance était présente. Les soldats commençaient à s'endormir. Les professionnels passèrent dans la ville dès le premier assaut en usant de chance et de magie. Ils devaient s'infiltrer jusqu'au palais où étaient les frères. Défaisant leurs ennemis sur leur passage, ils arrivèrent finalement au but. Ils se faufilèrent jusqu'au renégat. Masamune invoqua un démon pour les protéger et, après un affrontement intense, nos héros l'emportèrent. L'invocateur parlait la langue commune car il avait étudié la magie en terre de Fang et, après de longs discours pour ne pas se faire tuer ou livrer au général, les aventuriers apprirent la vérité. C'était l'orque qui accompagnait Midoriya, c'était lui qui avait tué l'empereur. Leur frère n'était pas au courant. Il avait réussi à manipuler Midoriya de manière à ce qu'il croie que ses frères en voulaient à sa vie alors que c'était le contraire. Des preuves furent avancées et les professionnels décidèrent de ne pas capturer les frères mais de les amener devant l'héritier. Ils durent se rendre à la capitale de manière secrète et, avec l'aide de Biru et Ping, ils se rendirent dans la salle du trône avec les 2 frères métamorphosés en orques. Les aventuriers voulurent se jeter sur le conseiller, mais des tentacules surgirent de son corps et les transpercèrent, les mettant au sol. Avant de se relever, l'orque se métamorphosa à un mage. Le mage déclara que les aventuriers avaient ralenti les plans du grand tentaculaire et que ceux-ci allaient le payer. Suite à cela, le mage se téléporta dans un lieu inconnu. Malicia comprit que le grand tentaculaire était Xor et que cela ne représentait rien de bon. Les 3 frères firent donc la paix, et, pour les remercier, Midoriya leur accorda à chacun une demande. Ngrim demanda un marteau de guerre digne des plus grands forgerons. Raxa demanda à rester au palais pour apprendre les secrets des plus grands alchimistes. Hubert demanda que le sabre d'Arthurius Finelame leur soit apporté. Malicia, je ne me rappelle plus ce qu'elle avait demandé, et Saphir demanda un accès à la bibliothèque pour voir si un exemplaire du livre qu'elle recherchait s'y trouvait. Et miracle, contre toute attente, elle le trouva. Midoriya leur annonça qu'il souhaitait voir en personne leur employeur avant de signer les accords commerciaux. Le lendemain, leurs joyeuses troupes sans Raxa embarquèrent pour entrer à Weldorg. Pendant le voyage, Saphir lut son livre. Il parlait de l'histoire d'un équipage, les écumeurs, composé de 10 membres et vivant à l'ère où Xor était encore humain. Ils racontaient leurs exploits et comment ils avaient vaincu les autres capitaines à l'époque. Après avoir lu le livre, Saphir vit les mots qui le composaient s'envoler. Ils lui traversèrent les orbites et lorsqu'elle posa les yeux sur les pages, quelque chose d'autre était écrit. Il s'agissait d'une série de 10 épreuves écrites par chaque membre de l'équipage. À chaque épreuve réussie, une bague apparaîtrait. Les épreuves étaient exprimées en sous-entendu. Il allait falloir ruser pour réussir. Lorsque les bagues seront réunies, une carte apparaîtrait. Saphir se rappela que Grimal lui racontait cette légende, et d'après cette légende, celui qui trouverait le lieu deviendrait le seigneur des pirates. Il était donc temps pour Saphir de chercher les bagues. Les professionnels accostèrent à Weldorg après avoir passé environ 2 mois hors du pays. Ils firent leur compte rendu à Bar, et celui-ci les félicita et les paya généreusement. Il leur annonça qu'ils se rendraient au pays de Nug lorsqu'une affaire de la plus haute importance serait réglée. Pendant leur absence, le trésorier de la couronne a été assassiné. Plusieurs personnalités ayant prouvé qu'ils savaient gérer leur argent ont été invitées au palais pour essayer de trouver un successeur. Bar était évidemment invité, mais il ne connaissait pas encore ses concurrents. La rencontre au palais était programmée dans environ 1 mois. Bar laissa quartier libre aux professionnels pendant ce mois-ci. Pendant ce mois, Saphir réussit à obtenir une bague et recueillit Tom, un fan d'elle, depuis qu'elle avait fini le donjon de Nalbuck. Elle rendit visite à ses barbares et apprit que le capitaine Lamir sur qui elle avait flashé était en fait le fils de Grimal. Hubert quant à lui décida de quitter les professionnels pour aller apprendre la magie aux érudits de Nug lorsque Bar partirait.
Malicia se perfectionna à la magie grâce à des stages et fit des potions pendant ce mois. Bar, pour remplacer Hubert, recruta un prêtre d'Adati au nom de Philippe Lignac, qui tenait un food truck de merguez qui faisait fureur en ville. Celui-ci accepta de rejoindre les professionnels pour transmettre son amour des merguez. Ingrim, quant à lui, fait un des stages de perfectionnement au combat et but beaucoup de bière pendant ce mois. Un mois plus tard, les professionnels rencontrèrent Philippe, et ils partirent alors avec Bar à la rencontre des concurrents au palais. Il était maintenant temps pour les professionnels et Bar de se rendre au palais. Là-bas, ils rencontrèrent leurs concurrents. Le premier était Nicolas Borgia, un riche marchand de Xianyouf qui était aussi un ami d'enfance de Bar et qui était maintenant son rival. Il semblait assez amical envers Bar, bien que Bar semblait assez austère envers lui. De ce qu'ils apprirent, il avait fait fortune dans le textile. Il était accompagné de son garde du corps, Michael Don Parmesan, qui prit de haut tous les aventuriers et qui se frita verbalement avec Saphir. Le deuxième marchand était Kisandar Vordanchi. Les aventuriers ne lui parlèrent guère. Il ne semblait pas vouloir se mêler aux autres. Lorsque quelqu'un venait lui parler, c'était son garde du corps qui s'en mêlait. Il s'agissait de Rita. Les professionnels essayèrent de parler avec Rita, de savoir qui elle était, car elle semblait un peu plus apte à la discussion, malgré son manque totalement de sentiment dans sa voix, mais ne purent rien en tirer. Malicia sentit juste qu'elle avait un fort pouvoir magique en elle. Cependant, lorsque Philippe se servit à manger dans le buffet, Rita et lui ont beaucoup parlé et ont l'air de s'être assez bien entendus. Lorsque l'entrevue fut finie, Rita demanda si elle pouvait revoir Philippe dans le futur, et Philippe accepta. Le troisième concurrent était la comtesse Améthyste Silver. Les professionnels apprirent qu'elle avait fait fortune en ayant quelques maisons closes et quelques distilleries. Elle avait l'air d'avoir un passif avec Bar, car elle le prenait de haut. Les professionnels ne s'entendirent pas du tout avec elle, mais il ne put rien dire pour ne pas mettre Bar dans l'embarras. La dernière concurrente était appelée juste Mademoiselle. Elle était très sympathique envers Bar et envers les professionnels. Les deux semblaient se connaître, et Bar, lorsqu'il lui parlait, avait un petit sourire. Apparemment, c'était une ancienne aventurière qui s'est hissée jusqu'au niveau 30 avant d'arrêter. Elle a fait fortune en proposant divers stages de remise en forme, d'intelligence et tout ce genre de choses pour les aventuriers dans toute la terre de Fang. De ce qu'a dit Bar, depuis qu'il la connaît, elle n'a pas pris une ride. Le roi ensuite les reçut tous. Il leur expliqua que le conseiller financier étant mort, les personnes présentes ici devaient accomplir en 6 mois le plus de choses possibles pour la couronne ou contre Xor. Celui qui réussirait le plus d'exploits serait nommé ministre des Finances. Bar parla à ses professionnels et lui confièrent cette mission. Ils établirent donc un plan sur plusieurs mois pour essayer de faire le maximum d'actions contre Xor ou qui permettrait d'enrichir la couronne. Suite à cela, Bar partit à Nug avec Hubert et les professionnels se dirigèrent vers le donjon fourre-tout où ils avaient entendu parler qu'un sabre d'Arthurius Fine-Lame était détenu par le boss du donjon, et c'est là qu'ils rencontrèrent Dan. C'est à partir de là que les vidéos ont commencé sur ma chaîne. J'espère que cette petite série de vidéos vous a plu. Si vous avez d'autres questions sur les professionnels ou sur les événements qui sont produits, n'hésitez pas à en poser, je serai heureux de vous y répondre. C'est tout pour le passé des professionnels.